en toute vérité. Un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, je reçois pour vous Kadri Sawadgo, promoteur de Mira Élevage, pionnier dans la fabrication de couveuses artisanales et formateur en élevage de volailles. Bonjour Kadri Sawadgo. Oui, bonjour. Vous portez le nom de Kadri, à ne pas confondre avec l'autre. Vous ne faites pas la politique, vous n'êtes pas candidat aux élections. Bon, je ne suis pas candidat aux élections. Et moi, c'est Kadri Sawadgo. Comme vous l'avez dit, je suis le responsable de Mira Élevage et de Mira Incubator. Pourtant, on reproche à la jeunesse de ne pas s'intéresser à la vie politique. Vous n'êtes pas intéressé? Bon, pour le moment, je ne suis pas intéressé. Bon, selon moi, l'objectif même en politique, c'est quoi? C'est contribuer au développement de la mère patrie. Voilà, mais moi, j'ai décidé autrement. Voilà, surtout de former les gens. Vous formez les gens, la jeunesse est plutôt intéressée par les business et vous êtes dans le domaine des business, l'élevage de la volaille et la fabrication de couveuses artisanales. Sur votre CV, nous lisons, vous êtes ingénieur en génie civil et il est même dit que vous avez fait vos armes en Turquie. C'est pas fréquent de voir des étudiants burkinabés s'intéresser à ces contrées. Comment vous êtes arrivé en Turquie? Effectivement, je suis ingénieur en génie civil de formation. Voilà, j'ai fréquenté dans un lycée turc au Burkina Faso et c'est après l'obtention de mon baccalauréat que j'ai eu une bourse pour aller poursuivre mes études en Turquie. C'est d'abord la question de langue. Bon. Est-ce que vous n'avez pas eu ces difficultés-là? Parce qu'on suppose qu'il y a eu cette barrière d'abord qu'il faut briser. Bon, pour la question de langue, nous n'avons pas eu de difficultés car déjà nous avons eu une année de préparation pour la langue turque et après ça les cours étaient en langue turque. Vous êtes revenu ingénieur. Comment juger cette formation à partir de là-bas? Il y a combien de Burkinabés aussi qui sont dans ce domaine? Bon, en Turquie, il y a en moyenne 500 étudiants burkinabés. Donc j'ai eu l'occasion de militer dans l'association des étudiants burkinabés en Turquie en tant que trésorier général. Donc bon, c'est un pays dont les gens hésitent trop, bon, compte tenu de la langue, parce que comme vous le constatez, la langue d'études en Turquie est la langue turque. Donc compte tenu de la langue, beaucoup hésitent à partir de ces pays-là. Il y a beaucoup d'opportunités pour les étudiants? Il y a beaucoup d'opportunités parce que le peuple turc est solidaire. Déjà, ils ont pas mal d'ONG qui accompagnent les étudiants et leur enseignement est très très pratique. Vous êtes ingénieur et on a été étonné de voir qu'au retour de la Turquie, vos connaissances dans le domaine des fondeuses ont pris le dessus sur les études en ingénierie civile. Qu'est-ce qui a fait ce déclic? Bon, tout remonte en 2016. Étant étudiant en Turquie, j'ai voulu monter un projet avicole au Burkina pendant les vacances. Donc il me fallait à l'époque une couveuse de 200 œufs. Donc bon, j'ai voulu m'acquérir de la couveuse de la Turquie. Bon, quand j'ai fait les recherches, j'ai trouvé que le prix était très cher. En même temps, j'ai vu des publications sur le net comme quoi il y avait des formations pour la fabrication des couveuses. Vous parlez de prix très cher. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée? Bon, ces couveuses coûtaient combien? Bon, ces couveuses coûtaient environ 300 000. Bon, avec le transport, ça pouvait aller à 500 000 pour une couveuse de 200 œufs. Donc, c'est dès lors quand j'ai constaté que les couveuses préfabriquées étaient très chères, j'ai vu l'article en question qui disait comme quoi il y avait des cours sur la fabrication des couveuses. Donc, je me suis approché de ces derniers. Bon, c'était un truc qui était très fréquent en Turquie à l'époque. Donc, je me suis approché de ces derniers. J'ai appris la technique de fabrication de couveuses. Et dès lors au Burkina, dès mon arrivée au Burkina, à l'aide d'un ancien réfrigérateur, j'ai fabriqué ma toute première couveuse. Ça veut dire que là-bas, l'élevage de la volaille a une grande importance. Oui, vous avez eu à faire certainement l'expérience là-bas. Exactement. L'élevage de la volaille a une grande expérience parce que si vous voyez même les poulets de chair de la Turquie, à partir d'un mois, on peut les consommer. Vous voyez, ils utilisent des substances qui peuvent stimuler la croissance et même la ponte des œufs. Et vous avez appris cela. De retour au pays, vous avez tenté de mettre cela en application. Et vous dites à partir d'un réfrigérateur. Exactement. Oui, comment? Quand je suis arrivé, j'ai fabriqué ma toute première couveuse à partir d'un réfrigérateur. Bon, quand j'ai fait le premier test, j'avais un taux de succès d'environ 70%. Voilà, ce qui était vraiment quelque chose de grand. Parce que avec les couveuses industrielles, même sur le marché, pour avoir ces taux même souvent c'est compliqué. Parce que les couveuses industrielles ne sont pas adaptées à notre climat. Donc quand j'ai réussi à fabriquer ma première couveuse, les voisins sollicitaient. Parce qu'à l'époque, ces modèles de couveuses n'étaient pas sur le marché local ici. Donc les voisins sollicitaient, j'ai commencé à fabriquer
fabriquer pour ces derniers et l'activité a commencé ainsi. On imagine que ça a suscité la curiosité. Et vous-même, au début, avec quel fonds vous êtes lancé dans cette activité d'élevage de volailles? Bon, quand j'ai fait le premier test et que c'était une réussite, bon, les voisins sollicitaient, donc je pense que c'était un truc de 100 000 que j'ai envoyé pour que les étudiants qui étaient toujours en Turquie m'apportent les pièces afin que je puisse débuter l'activité. Donc vous prenez les pièces à partir de la Turquie pour monter avec des matériaux d'ici. Et comment cela? Est-ce que c'est fiable? Et comment ça se fait? Ça fonctionne à base de quoi? Bon, ces couveuses sont très très fiables parce que si nous allons voir la couveuse, en fait c'est des conditions qu'on crée en limitant, dès que la poule couvre les yeux et nous avons la température, la chaleur et l'humidité et de temps en temps la poule secoue les yeux. Donc ce sont ces trois paramètres-là qu'on essaie de recréer dans une caisse donnée, que ce soit un réfrigérateur, même cette pièce-là on peut la transformer en couveuse. La pièce, le studio c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire ce miracle-là? Bon, ce qu'il faut c'est quoi? Parce qu'au début il y a des appareils qu'on appelle des contrôleurs de température, des thermostats. Donc au début il n'y avait pas ces thermostats sur le marché local. Donc quand j'ai voulu commencer l'activité, j'étais contraint de faire venir de l'extérieur. Mais bon, à ce jour, il y a pas mal de commerçants qui amènent ces pièces-là. Donc vous n'avez plus besoin de faire appel à l'extérieur, tout est sur le plan local, on peut trouver tout. Bon, moi personnellement, je continue de faire venir de la Turquie parce que les pièces de la Turquie ont une qualité un peu supérieure. Vous faites quand même l'exception, un jeune étudiant qui revient de l'extérieur avec un diplôme, on a tendance à aller trouver du travail dans les grandes entreprises ou à créer d'autres. On vous retrouve dans l'élevage de la volaille. Comment ça a été accueilli dans votre milieu? Je suis sûr que les parents vous envoyaient en Turquie ne rêvaient pas de cela. Bon, bien avant de revenir complètement au Burkina en 2018, puisque l'activité a débuté en 2016, mais je faisais des va-et-vient. Donc j'avais des offres de travail dans des entreprises même en Turquie. Mais quand j'ai commencé l'activité, à partir de 2016, j'ai vu qu'il y avait vraiment l'intérêt. Parce que quand j'ai initié toutes mes formations, j'ai vu qu'il y a des gens qui quittaient la Côte d'Ivoire, le Mali, bon, un peu partout de la sous-région pour venir participer à ces formations-là. Donc j'ai vu l'engouement qui était dans la matière. Donc dès lors, j'ai décidé de me concentrer sur cette activité. Et comment les autres voient cela, cette expérience? Bon, je parle bien de votre famille. Oui, quand j'ai voulu revenir, bien au début même, les amis qui étaient même sur place en Turquie me conseillaient de rester. Bon, que vous voyez au pays, tout est dur. Même la famille, quand j'ai dit à ma grande sœur que j'allais m'installer définitivement au Burkina, elle me disait non. Et elle disait de rester en Turquie et que là-bas j'allais gagner genre un emploi un peu rémunéré. Et vous malgré tout, vous êtes venu. Votre expérience aussi pourrait inspirer des jeunes qui croient que l'aventure c'est une porte de sortie. On voit des milliers de jeunes au désert et qui se jettent dans la mer, qui meurent par vagues. Est-ce que vous qui avez eu cette expérience, vous êtes aussi un modèle dans ce sens? Ok, moi je ne regrette vraiment pas d'être revenu au Burkina pour m'installer complètement parce que ici on constate même tout ce que j'ai eu à réaliser ces 3 dernières années et même ceux qui sont en Europe qui travaillent n'arrivent pas à faire ça. Ça c'est un courage qu'on ne trouve pas partout. Selon vous, il y a un potentiel dans l'élevage de la volaille? Il y a un potentiel parce que si nous allons voir le secteur de l'élevage, c'est un secteur presque inexploité. Voilà, vous voyez que même si on prend la Côte d'Ivoire même déjà, on voit que même le plus grand Richard de la Côte d'Ivoire même qui fait l'élevage de volailles. Donc c'est vraiment un secteur où il y a beaucoup de potentialité. On va voir que en matière de production de poussins, la production locale n'arrive même pas à couvrir 10% des besoins en poussins. Donc on voit que c'est un secteur vraiment où il y a beaucoup d'opportunités. Mais qu'est-ce qui fait que on dit c'est un peu d'élevage? Et pourtant, vous dites que il y a un problème. Qu'est-ce qui fait que ce secteur-là ne bouge pas? On dit c'est un pays d'élevage. Vous voyez, c'est l'élevage traditionnel qui est toujours pratiqué. Si vous allez voir même, bon, et en matière de production de volailles locales, nous allons voir que nous produisons plus par rapport aux pays voisins. Mais vous voyez, la demande actuellement n'est pas ça. Vous voyez, en matière de volailles locales, bien vrai, c'est pour la chair. Mais vous allez voir que non, pour les œufs, il faut obligatoirement de la volaille venue de l'extérieur. On parle souvent de qualité de viande. Oui, le goût qui n'est pas le même.
beaucoup pensent que les poulets importés n'ont pas le goût, il faut mariner. Est-ce que quelque part aussi on ne perd pas sur le terrain en allant vers cette industrialisation-là? Sur le terrain, on ne perd pas parce qu'avec la croissance de la population, il faut produire en quantité. Et avec les méthodes traditionnelles, nous ne pouvons pas satisfaire à cette demande-là. Donc, on est contraint de sélectionner des races qui seront au milieu. Si vous allez voir actuellement, il y a une race de volaille qu'on appelle locale améliorée, qui est sur le marché et qui est trop prisée. Et c'est ça, c'est adapté à la commande ici. Ça garde le même goût que ce qu'on avait. Oui, ça garde le même goût parce que ici quand même on est reconnu pour le poulet bicyclette, le poulet, c'est le poulet légendaire du Burkina. Quand les gens viennent, ça fait partie du tourisme. C'est ça. Vous voyez, peut-être, je vais dire 50% de ceux qui font les grillades n'utilisent plus les poulets locaux. Si vous allez voir, il y a des poulets qu'on appelle coquillés, les blés d'Hollande et les métissés. En blé cher, le goût est identique au goût de l'éleveur local. On va revenir un peu sur vos couveuses, puisqu'on est de retour de la Turquie. Vous êtes lancé dans la fabrication de couveuses et vous avez créé Mira Couveuse. Pourquoi ce nom, Mira Couveuse? Donc, quand je me préparais pour venir, parce que j'ai commencé l'activité en 2016 et c'est en 2018 que je me suis installé complètement. Donc, j'avais une amie intime qui m'a vraiment soutenu dans mes débuts. Donc, j'ai dédié le nom de l'entreprise à son nom, Mira. C'est un partenaire ou juste c'est une reconnaissance? Bon, c'est un partenaire. Et quelle a été votre première expérience? C'est une technologie importée. Vous l'avez adaptée aux conditions du pays réel. Et quelle a été cette expérience-là pour vous? Bon, cette expérience, puisque quand j'ai commencé l'activité au début, je n'avais pas l'intention de créer une activité. Donc c'est avec l'engouement, la demande que je suis vraiment, que je pouvais exploiter le métier. Donc si vous allez voir la couveuse que nous fabriquons a une grande différence avec les couveuses importées. Parce que cette différence en matière de consommation d'énergie, vous allez voir que les couverts que nous fabriquons localement consomment moins d'énergie. Par exemple, si nous allons prendre une couveuse industrielle de 500 œufs, la puissance peut aller vers 300 watts, alors que les couveuses que nous fabriquons sur place, la puissance est de 100 watts. Donc parfois moins par rapport à la couveuse industrielle. Et le secret c'est quoi? Le secret c'est quoi? Parce que ces couveuses sont fabriquées en fonction du climat de l'Europe. Donc on voit qu'ici, puisque dans la couveuse, le paramètre le plus important c'est quoi? C'est la chaleur. Et donc ici, il fait déjà chaud, donc on n'a pas besoin de mettre des résistances dont la puissance est très élevée. Donc c'est ça la différence, le secret. Mais avant de parler de couveuse, il faut d'abord avoir les œufs. Comment ça se fait ici? Parce qu'apparemment, pour trouver ces œufs, on dit souvent qu'il y a des difficultés. Ok, quand j'ai commencé, si nous allons voir, nous avons deux entreprises, Mira Incubator et Mira Élevage. Donc nous avons commencé avec Mira Incubator en 2016. Donc c'était seulement les couveuses qu'on fabriquait, on formait les gens sur la fabrication des couveuses. Mais à un certain moment, vers 2017, fin 2017-2018, on a constaté que les éleveurs là qui utilisent les couveuses n'avaient pas connaissance aux techniques modernes de production. Donc ils étaient déjà dans la production locale. Beaucoup ne savaient pas que la poule a genre un programme de prophylaxie qu'il faut respecter. Donc ils étaient confrontés à des mortalités inexpliquées. Donc à partir de fin 2017, nous avons créé l'élevage maintenant avec des collègues ingénieurs en production animale et pour résoudre ces problèmes-là. Donc il a fallu repartir en amont, préparer un peu le terrain pour soutenir un peu le travail de ces couveuses. C'est ça. Oui. Aujourd'hui, on peut estimer à combien de couveuses que vous avez livrées aux éleveurs au Burkina? Aujourd'hui, on ne peut pas estimer parce que nous avons été de façon directe ou indirecte impliqués dans la distribution des couveuses de fabrication locale. Parce que si vous allez voir à Ouaga, il y a pas mal de fabricants de couveuses, mais tous, la majeure partie ont commencé avec Mira Incubator. Parce qu'à notre arrivée en 2016, il y avait seulement les couveuses de fabrication locale. Il y avait des couveuses à pétrole où on utilisait les lampes à pétrole. Oui. En dehors de ça, il y avait l'utilisation était difficile. Certainement, il faut une présence humaine. C'était difficile parce que, vous voyez, le plus important dans la couveuse, c'est arriver à avoir une température adéquate, genre uniforme un peu partout au sein de la couveuse. Donc, si vous allez prendre la couveuse à lampe dans la matinée, si le temps est un peu frais, il faut augmenter l'intensité de la lampe et dans l'après-midi, vers midi, il faut diminuer encore. Donc, la présence humaine était nécessaire. Mais, par contre, la couveuse que nous fabriquons, il y a le contrôleur de température qui joue ses rôles, qui permet de stabiliser la température dans l'intervalle voulu. Sinon, au risque de cramer les œufs, si la chaleur dépasse. Quelle est la température idéale? Bon, la température idéale pour couver les œufs, c'est 37,7. Mais comme vous le savez, on ne peut pas
avoir la température idéale à tout moment. Donc on essaie d'encadrer cette température-là. Donc dans la fabrication de la couveuse, on fait de telle sorte que la température varie entre 37,5 et 38. Donc on encadre la température idéale. C'est un travail minutieux, il faut observer, il faut pouvoir être là à tout moment pour à la fin ne pas recueillir déjà des œufs bouillis. Bon, même sans être là, c'est ce qui fait la particularité de ces couveuses, même sans être là, déjà il y a l'appareil qui est là, que vous programmez de telle sorte à maintenir la chaleur dans l'intérieur que vous voulez. Certainement, vous avez amené une technologie dans un environnement, c'est un truc nouveau ici. Comment ça a été accueilli? Parce qu'on est toujours victime des pesanteurs ici, voilà, telle chose ça se fait pas, voilà. Comment ça a été accueilli au début? Bon, les gens l'ont accueilli positivement, parce que quand nous avons commencé, si vous allez remonter vers 2016, si on parlait de couveuses à Ouaga, beaucoup n'avaient pas de notion. Si on dit couveuses, bon, les gens font référence aux couveuses pour les bébés là. Les maternités ou les prématurés sont sauvés par ces couveuses. On a donc beaucoup fait référence à ça. Mais nous avons vu qu'à l'arrivée de la couveuse, puisque ceux qui utilisaient leurs proches voyaient que vraiment c'est une évolution. Donc ça fait qu'il y avait vraiment l'engouement. Donc ça a été accueilli positivement. Culturellement, ça n'a pas causé problème. Ça n'a pas causé problème. On a l'habitude de voir les choses se passer de façon naturelle. Ça, c'est l'intervention de l'homme. C'est ça. Ça a été accueilli positivement parce que ça facilite. Ce sont les pesanteurs socio-culturels. On pose souvent des problèmes d'éthique, voilà. Comme ça facilite les choses, ça a été accueilli positivement parce que dès le début seulement, dès que j'ai lancé la formation, parce qu'au début j'ai commencé à fabriquer pour les vendre, comme les voisins sollicitaient. Mais à un certain moment, je me suis dit non, je vais former les gens. Au lieu de les vendre avec eux, donc je vais former les gens sur la fabrication. Donc à ce jour, nous en formons pas mal, et plus de 10 000 personnes. On voit qu'à chaque session de formation, les gens viennent de l'extérieur. Dans la session dernière, on avait une Camerounaise, un Nigérien, un Malien, un Béninois, vous voyez, non. Donc c'est un peu très attrayant. Vous avez votre propre atelier? Oui, nous avons un centre de formation à Karpala et un atelier de fabrication de couveuses. Donc bon, lors des formations, on forme les gens même sur la fabrication, mais comme le nombre de participants est souvent très élevé, et après les formations, ils passent à l'atelier pour les phases pratiques. De nos jours, concrètement, qu'est-ce qu'il faut rêver pour posséder cette couveuse en matière d'argent? Est-ce que combien Bon, en fait, tout dépend de l'esthétisme. Par exemple, l'objectif principal, c'est quoi? C'est produire des poussées. Donc, vous allez voir avec les pièces un minimum de 12 500 et vous pouvez avoir les pièces nécessaires pour une couveuse peut-être de 200 œufs. Mais si vous avez le contenant comme genre un ancien réfrigérateur, une caisse que vous pouvez récupérer, donc ça réduit considérablement. Donc, avec un de 12 500, vous pouvez fabriquer votre couveuse. Je suppose que quand même, vous employez pas mal de personnes aussi. Ça aussi, ça lutte contre le chômage. Oui. À ce jour, nous employons plus de 15 personnes. Donc, à l'atelier de fabrication de couveuses et aussi au service Mira élevage. Comment aimeriez-vous voir Mira Incubator dans 10 ou 15 ans? En d'autres termes, quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous nourrissez comme projet? Bon, comme projet, je comptais créer un centre de formation que j'allais dénommer l'école du futur. Pourquoi? Parce que si nous allons voir notre système d'éducation à la théorique, vous allez voir qu'il y a les étudiants qui partent jusqu'à obtenir un master et qui ne savent rien faire de pratique. Donc ce que nous voulons faire, c'est quoi? Et sans perturber les études, on va proposer des formations alternatives pendant les vacances. C'est-à-dire il y aura des modules tels que la menuiserie, la soudure, l'élevage, et il y aura tout ça. Donc on fait des sessions de façon programmée. Donc pendant ces vacances, vous pouvez venir 2 mois et les vacances prochaines, vous venez encore, ainsi de suite. Donc là, à la fin des études, l'élève ou l'étudiant peut faire quelque chose de concret et en dehors de ce qu'il a appris à l'école. Vous voulez changer un peu le système, que ne soit pas l'école pure seulement, pure et dure. C'est ça. Oui, c'est une innovation. Dans le temps, les élèves finissaient leur formation bien diplômés, mais ils ne savaient pas faire quelque chose de leur doigt. C'est ça. Parce que si vous allez voir mon cas par exemple, j'ai fait des études en génie civil, mais actuellement je suis consacré à 100% sur les couveuses. Même si ma formation peut-être était dans ce domaine, peut-être j'allais évoluer encore davantage. Donc c'est une formation peut-être de 2 jours ou 3 jours qui est parvenue à changer ma vision des choses. Pour vous, c'est pas anti-école, parce qu'on entend la plupart du temps maintenant, un certain nombre de personnes disent ouais, l'école n'est plus utile, il faut réorienter les choses, former des gens sur des choses qui puissent apporter concrètement l'argent. Ouais. Vous allez voir les choses un peu différentes de ces derniers, parce que pour moi, on voit que ceux qui étudient ont l'habilité d'apprendre davantage. Donc, sans dénigrer peut-être l'école, on va associer les deux, de telle sorte que l'élève qui part à partir de la 6e commence à apprendre un métier. Ouais, donc, part à l'école, les vacances, il vient sur un programme de 2 mois, il répare
part, il revient, ainsi de suite. Pour vous, ça peut aller ensemble. Oui, ça peut aller ensemble. En tout cas, vous en êtes un exemple sur le terrain. Vous avez réussi à finir vos études et puis en même temps, revenir vous réinstaller, ce qui n'est courant dans ce pays. Exactement, puisque, bon, comme le projet était très innovant, puisque le début, nous avons commencé avec 100 000, mais l'évolution a été très rapide. À ce jour, nous avons un investissement qui dépasse même 100 millions sur le terrain. On a des terrains en construction, tout. On a des projets de fabrication d'aliments de volailles qu'on compte mettre en place. Donc, comme on est venu résoudre un problème qui existait, ça fait que vraiment c'est très innovant. Cadré Sawadougo, donc le secteur est porteur et cette jeunesse-là, pourtant arrivée sur le concours de la fonction publique, qu'est-ce que concrètement l'incubateur fait aussi pour orienter cette jeunesse vers ces axes-là? Pour orienter cette jeunesse vers ces axes, c'est ce que nous avons proposé, les formations. L'école du futur. L'école du futur. Vous en êtes où exactement avec cette école? Bon, pour l'école, nous avons commencé progressivement parce que notre vision des choses, c'est quoi? C'est toujours commencer et prospérer avec le temps. Donc, compte tenu que nous avons des formations déjà sur l'élevage et la fabrication des couveuses, donc nous avons commencé avec ces modules en attendant d'intégrer progressivement d'autres modules et avoir un grand terrain hors de la ville pour implanter l'école. Après cette expérience de couveuse, vous vous êtes lancé dans la formation, vous venez de le dire. C'est quoi vous apprenez au juste à ceux qui viennent à ces sessions? Bon, ce qu'on les apprend, c'est quoi? Puisque les formations sont de deux volets. Il y a des formations sur l'élevage de la volaille et sur la fabrication des couveuses. Donc, si nous allons prendre les formations sur l'élevage de la volaille, et nous les apprenons les conduites à tenir pour réussir leur élevage. Il y a quoi? Puisqu'il y a des normes à respecter. Si nous prenons le bâtiment, le matériel, même l'aliment, comment préparer l'aliment, et côté santé, on les montre comment diagnostiquer une maladie qui existe. Donc, ça permet à la personne vraiment de réduire les risques de mortalité. Et aussi, on les montre les techniques de vente, puisqu'il y a d'autres aussi qui arrivent à produire, mais ils n'arrivent pas à les vendre. Donc, on les montre tout ça. Côté fabrication des couveuses, on les montre comment créer les conditions, parce que tout tourne autour de trois paramètres, qui est la chaleur, et il y a l'humidité et le retournement des œufs. Donc, on les montre de façon pratique sur place et comment créer ces trois paramètres-là pour permettre à l'éclosion des œufs. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup qui font des miracles. Il y a un ancien militaire retraité qui a suivi une formation l'année passée. En tout temps, je ne le voyais pas. Et une fois, je l'ai rencontré au service et il m'a dit qu'il est venu acheter un ventilateur parce que son ventilateur est grillé. Et quand je lui ai demandé comment ça se passe, il m'a dit que nous, que récemment, il y a 95% de taux d'éclosion avec une couveuse de plus de 500 œufs. Vous allez voir que même ceux qui utilisent les couveuses importées savent que ça, c'est vraiment un miracle parce que pour obtenir un taux comme ça, c'est pas facile. Surtout qu'il fait plus chaud ici. C'est ça. Les conditions, il faut travailler plus pour maintenir les conditions idéales. C'est ça. Puisque la couveuse, si vous allez voir, avec les couveuses importées, il faut mettre de la climatisation dans la salle parce que la puissance de chauffage au sein de la couveuse est très très élevée. Donc ce qui fait que sans la climatisation, ça ne peut pas aller. Mais quand nous allons commencer avec les couveuses, vous allez voir que les couveuses importées étaient rares. Rares sont ces couveuses-là qui fonctionnaient avec le solaire. Mais la particularité aussi de nos couveuses est qu'on peut fabriquer une couveuse 100% solaire. Vous avez fonctionné sur le solaire? C'est ça. Et ça, c'est une révolution? C'est ça. Donc on a eu beaucoup de méthodes même pour conserver de l'énergie. Parce que vous voyez, tout ce qui chauffe consomme assez d'énergie. Donc comme les couveuses importées, il fallait refroidir la salle avec les couveuses solaires pour accompagner ces couveuses en période de fraîcheur. On réchauffe la salle de telle sorte à maintenir la température à une certaine valeur. Donc ça aide les batteries. Ce sont des techniques aussi que nous avons développées qui accompagnent ces couveuses-là. Oui. Le public cible, qui sont ceux qui viennent chez vous? Bon, presque tout le monde vient parce que si nous allons voir, il y a des fonctionnaires et puis nos formations sont en langue maori et français. Donc il y a des paysans qui viennent et vous allez voir, il y a des retraités, ceux qui s'approchent de la retraite, qui se reconvertissent après la retraite. C'est un secteur vraiment porteur. C'est ça. Oui. Malgré tout ça, vous dites le marché a une pénurie, le poulet ne suffit pas. Bon, le poulet ne suffit pas. Nous allons voir, il y a beaucoup qui produisent et qui n'arrivent pas à vendre parce qu'ils ne savent pas qui toucher pour évacuer. Il y a des méventes. Bon, il n'y a pas de mévente, mais il y a d'autres qui se lancent dans l'activité et sans des renseignements, sans une formation. Donc ils produisent et
ils n'arrivent pas à vendre. Mais pour un jeune qui voudrait venir commencer l'élevage, par exemple, combien faut-il pour un débutant pour démarrer le travail? Bon, puisque c'est en fonction de ton budget. Nous allons voir que, par exemple, il y a des jeunes qui viennent chez moi qui n'ont rien. Par exemple, ils commencent dans la revente. Vous allez voir que dans une activité, il faut penser sur plusieurs angles. Si vous n'avez pas un budget pour commencer, et vous pouvez genre faire un type de service et ainsi de suite. Même pour un budget de 5 000, vous pouvez commencer votre projet. Un élevage familial alors? Un élevage familial. Donc, on peut commencer par concrètement avec combien de coqs, combien de poules, oui. Ok, pour que ça soit un peu productif, là, il faut au moins un couple. Genre, par exemple, 7 poules, un coq. Là, ça va évoluer très rapidement. Ce n'est pas trop? Bon, ce n'est pas trop. Si nous allons prendre en moyenne 3500 pour les poulets, donc on multiplie par 8, vous allez voir que ça ne vaut pas 100 000. Donc, avec le matériel de base, bon, ça ne va pas valoir 50 000. Avec 7 poules, un coq, le temps mis pour développer cela, ça peut prendre combien de temps si nous allons voir... on puisse voir concrètement sur le terrain l'amélioration des conditions de vie de la personne. Ok, si vous allez voir en moyenne, la poule locale, en moyenne 50 œufs par an. Donc si nous allons partir sur cette poule, on essaie de faire des calculs, vous allez voir que si la personne applique les techniques d'élevage là, il n'aura pas de mortalité, donc son projet va évoluer très rapidement. C'est un secteur porteur comme vous venez de le dire, cependant je sais que les problèmes aussi ne manquent pas. Où trouver, où produire d'abord, il y a des difficultés, ensuite vendre cela comme vous l'avez dit, c'est des difficultés, et je sais qu'il y a bien d'autres difficultés sur le terrain, des maladies sont là, oui. Oui, il y a pas mal, oui. Ça c'est pas mal de difficultés. Si nous allons voir par exemple en matière d'approvisionnement en poussins, et nous allons voir que le Burkina est un pays très dépendant. Comme je l'avais dit, il y a plus de 98% des poussins que nous élevons qui viennent de l'extérieur. Tout est importé? Tout est importé, les poussins de race améliorée, par exemple, tout est importé. Vous dites que le potentiel est là, il faut combler ce marché pour éviter de prendre des poussins ailleurs et puis importer d'autres maladies. Il y a eu quelques années, la grippe aviaire faisait peur et beaucoup qui se sont lancés dedans ont eu des pertes à cause de cela parce qu'on n'a pas pris les précautions. Voilà. Aujourd'hui, on dit que même pour créer les conditions d'élevage, il y a un certain nombre de conditions. Parfois, on entend dire que les poules n'aiment pas le bruit. Est-ce que c'est vrai? Bon, ça dépend de la race même de poules que vous voulez élever. Même si vous prenez par exemple les poules pondeuses, des souches Isa Brown, la chaleur, le bruit, le stress. Mais pourtant, on voit beaucoup qui font ces élevages-là en pleine ville. Est-ce que les conditions sont réunies pour ce travail-là? Bon, il y a des types d'élevage qu'on peut faire en ville. Comme je l'ai dit, il y a des élevages consacrés à la production de chair, comme les métissés, les poulets locaux, les blés d'Hollande. Ils ne sont pas très sensibles à ces trucs-là. Mais maintenant, si vous prenez les poules pondeuses, pour que le projet réussisse, il faut aller à l'écart parce que ce sont des poules qui sont très sensibles aux maladies. Et même le bruit, la chaleur, peut influencer les pontes. Il faut se désinfecter avant on voit souvent les gens porter des gants, des masques pour entrer dans les enclos. C'est vraiment exigeant. Comment vous voyez l'avenir de ce secteur au Burkina? Je vois un avenir radieux parce que les gens s'intéressent de plus en plus au secteur de l'élevage, surtout de volailles. Et si vous allez voir ces dernières années, le secteur a assez évolué parce que vous allez voir, il y a les jeunes même qui commencent à s'intéresser au secteur. Donc il y a cette dynamisme qui est là. Donc c'est un secteur qui vraiment qui. On voit un foisonnement aussi de formation dans ce domaine. Est-ce que ça va aussi saturer le milieu? Bon, ça va pas saturer parce que tout part de la formation. Donc avec les formations, les gens pourront produire. Et par la suite, on va passer à la transformation. La transformation, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Ce qu'on peut faire, c'est quoi? Il y a les fast-food. Dans des pays en Europe, vous voyez que nous, le poulet, on l'utilise dans beaucoup d'aliments. Ouais, nous, on les vend ici avec des plumes. C'est ça. C'est encore à l'état naturel. Ouais. Il y a du travail encore pour atteindre, même exporter. La demande est forte ailleurs, certainement. C'est ça. Après la formation des hommes, nous lisons que vous vous intéressez aussi à former des femmes. Pourquoi avoir choisi de former les femmes? Bon, nous avons constaté à un certain moment que le taux de participation des femmes était très très faible. Et alors que cette activité, c'est une activité que les femmes peuvent faire aisément.
et qui peut contribuer même à résoudre beaucoup de problèmes sociaux. Donc nous avons décidé depuis l'année passée, on avait fait une réduction sur les formations des femmes, ainsi de suite. Donc bon, au fur et à mesure, on essaie de faire des choses pour les femmes. Oui, concrètement, qu'est-ce qui va être fait? Je vois former 100 femmes à l'élevage de la volaille. Bon, à l'occasion vous, à votre niveau seulement? C'est ça. C'est une initiative privée? C'est une initiative privée. À l'occasion du 8 mars, nous avons décidé effectivement cette année oui, de former 100 femmes que nous allons même les équiper. On va leur donner des poussins pour commencer. Chaque femme aura à la fin de la formation 10 poussins et pour aller commencer. Parce que bon, si vous participez à la formation sans appliquer, vous pouvez oublier, donc on a décidé de les accompagner. Oui, comment concrètement ça va se faire, la sélection de ces femmes? Bon, nous allons faire cette formation en collaboration avec le ministère en charge de la femme. Et donc on fait ça en collaboration. Donc c'est le ministère qui va choisir les femmes qui ont le besoin réellement pour cette formation-là. Et pourquoi vous faites cela? Qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter? Bon, ça va apporter beaucoup de choses. Si déjà, en tant qu'élevage, on arrive à former 100 femmes, ces dernières, si leurs conditions s'améliorent, les conditions de leur famille aussi vont s'améliorer. Et c'est un exemple aussi pour les autres aussi, et de faire pareil. Donc oui. Voilà, les autres structures qui sont pas aussi dans l'élevage essayent de faire des initiatives pareilles, on va voir qu'il y aura un changement. Les quelques femmes qui sont passées dans vos formations, est-ce que les femmes élèvent mieux la volaille que les hommes? Les femmes élèvent mieux parce que les femmes sont très sensibles. Ils élèvent mieux, ils s'occupent très bien de la volaille. Vous allez voir même en matière de couveuse, il y a une dame qui a suivi la formation, quand elle est retournée, elle a fabriqué sa couveuse et pendant l'éclosion même, elle l'a filmée et envoyée à mes remerciements. C'est une activité vraiment que les femmes peuvent faire. C'est vraiment une révolution dans le domaine que vous apportez. Et malheureusement, sur le terrain, l'insécurité est là. Des civils sont tués. Cela, certainement, va toucher aussi votre domaine. Bon, effectivement. Donc, c'est vraiment déplorable parce que vous allez voir que les sites d'élevage même sont plus touchés. Mais bon, avec ces ans de formation, si on arrive à améliorer les conditions de vie de ceux qui sont dans ces zones-là, et si tout va bien, la situation va s'améliorer. Et qu'est-ce qui sera fait pour la jeunesse? Vous êtes jeune, oui. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les jeunes de votre âge aussi qui voudraient s'intéresser à cela? Bon, pour les jeunes, on avait un projet de former 40 000 jeunes qu'on a adressé au ministère de la Jeunesse. Et donc, on attend la suite. Donc, on allait faire ça en partenariat avec le ministère de la Jeunesse. C'est ça. Nous sommes pratiquement au terme de cet entretien, j'allais dire. Mais avant de vous laisser partir, l'élevage, on parle aussi des pintades. Il semble que c'est un domaine qui rapporte plus. Bon, c'est un domaine qui rapporte plus. Si vous allez voir en matière de production de pintades, le Burkina est en avance. Vous allez voir qu'on a tendance à exporter les pintades vers la Côte d'Ivoire par exemple. Donc avec l'arrivée de ces couveuses, parce que les pintades de façon générale ne couvrent pas les œufs. Donc avec l'arrivée de ces couveuses là, vous allez voir qu'il y a beaucoup qui arrivent à produire même 5 000, 10 000 pintades par saison. Donc c'est un secteur vraiment de l'avenir. Compte tenu des couveuses là, et vraiment c'est un domaine qui peut être très c'est très exigeant. Au village, on voit comment les chefs de famille en prennent tellement soin. C'est pas comme les poulets, c'est pas comme les poussins qui sont plus résistants. Oui, qu'est-ce qu'il faut particulièrement pour se lancer dans ce domaine? Bon, pour les pintades, ils sont très fragiles, comme vous l'avez dit, mais il y a des techniques que nous avons fait. Il y a des éleveuses modernes, donc des abris qu'on les met pour les réchauffer au fur et à mesure. Donc on prend exactement soin de ces pintades-là pour permettre leur évolution. Donc avec ces techniques-là, l'élevage des pintades est devenu très facile. Par rapport à ce domaine, comment les traditionalistes voient ça? Parce que... Bon, par rapport à ces domaines-là, je n'ai pas le point de vue des traditionalistes, mais bon, les méthodes actuelles sont vraiment innovantes. Il y a des pays qui aiment plus les pintades, qui importent plus. Est-ce que vous avez des débouchés sur le plan international? Bon, sur le plan international, les pintades sont très sollicités en Côte d'Ivoire. Donc il arrive souvent même qu'on envoie des œufs de pintades couverts, même des pintados. Et même à l'approche des grandes fêtes, vraiment la chair de pintade est très sollicitée en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la fin de cet entretien. Et juste vous demander quel conseil vous donnez aux étudiants qui souhaitent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat comme vous. Bon, comme conseil, j'allais leur dire de commencer, de ne pas attendre le bon moment, car tous les moments sont bons, de ne pas attendre les moyens. Et comme ils l'ont constaté, nous avons commencé avec un budget de 100 000. Pour d'autres, peut-être, ça peut être énorme. Mais de toujours commencer
et le reste va venir. Le reste va venir, ça c'est foi d'un entrepreneur qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Mais on est toujours réticent à mettre les moyens, on a toujours peur du saut dans le vide. Et certainement qu'avec vous, vous proposez des formations qui vont venir, certainement, nous avons de ces jeunes-là. Nous les invitons vraiment à se faire former, voilà, et surtout à s'intéresser au secteur de l'élevage, car c'est une mine d'or non exploitée. Une mine d'or non exploitée. C'est ça. Merci d'être venu dans nos studios. Je rappelle que nous recevions pour vous Kadri Sawadou. Il est promoteur de Mira Élevage, pionnier dans la fabrication de couveuses artisanales et formateur en élevage de volailles. Merci vraiment d'être venu dans les studios de Radio Burkina. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo. La joie de vivre,